Alors, si on commence ici, on va directement dans le cœur de l'action. Les idées organisatrices et les résultats d'apprentissage que vous voyez à l'écran, on les a pris de ce dossier-là ici que Élise a présenté toute l'année, le curriculum en spirale. Alors, on va parler du nombre. Ces deux rats-là ont été introduits en mars et en avril, mais on s'entend que ce sont quand même deux gros rats assez chargés. Ce serait surprenant que tout a été atteint et que tout roule à merveille sur les roulettes à ce temps-ci de l'année. Je veux dire, c'est pas acquis encore. C'est peut-être initié, introduit, il y en a qui l'ont acquis, mais on a toujours des enfants qui ont une compréhension un peu plus fragile, il faut répéter. On a l'algèbre, on a les suites et on a fouillé dans le document ce matin, pas juste ce matin, mais encore et encore. Et corrigez-moi si je suis dans le mauvais champ, mais je pense que les suites n'ont pas été introduites du tout dans l'année selon le curriculum en spirale. Est-ce que vous avez déjà introduit les suites cette année? Non. OK, correct. Faisons pas, il n'était pas dans la planification. C'est pour ça qu'on va aller très vite dans les nombres parce que c'est plus une revision, mais on a mis énormément de choses dans les suites et la statistique. OK. Et la statistique aussi, il était nouveau mai, juin. La statistique est initiée juste pour les 2 derniers mois. Alors ici, vous avez le document planification annuelle. Si vous cliquez dessus, c'est ce document-là en mauve. Celui-ci, il provient de Edmonton Public. Puis ils ont une autre façon de le faire que j'aime beaucoup aussi. Alors, c'est plus qu'on a de choses, plus qu'on a d'exemples de planification et de documents, plus qu'on peut le mettre à notre main parce que c'est vous autres qui êtes en charge de ça. Puis vous pouvez prendre le document qui parle le mieux pour vous. Alors ici, eux autres, le nombre, c'est toute l'année. Les suites, ils l'avaient commencé au 2e trimestre, les fonctions. Alors, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. C'est un très, très bon document. Puis, ce que j'aime, c'est que pour chaque rat ici, il montre des ressources d'appui. Souvent, c'est en anglais. Ça n'a pas été les rats et tout ça, ça a été copié-collé, mais souvent les ressources n'ont pas été traduites ou adaptées. OK, je retourne ici. Changement, ici, c'est un autre document, une autre chose que je veux juste vous montrer. Peut-être que c'est trop tard pour cette année, mais ça pourrait être bien pour l'année prochaine. Changement dans le curriculum de mathématiques, 6e année, l'idée organisatrice, le contenu familier, contenu supprimé, nouveau contenu, implication linguistique. Alors, j'aime la façon que c'est organisé par idée organisatrice. Un nombre, on parle d'un nombre opposé, une puissance, la divisibilité, implication linguistique. J'aime beaucoup la façon dont ils ont fait leur tableau. Comme si on dit idée organisatrice, géométrie, voilà toute l'implication linguistique, le vocabulaire et les expressions. Souvent, malheureusement, j'arrive un petit peu en retard pour le donner, mais souvent dans l'année, les profs nous demandaient, avez-vous un vocabulaire, une liste de vocabulaire pour le nouveau curriculum? C'est un départ. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. On regarde la boîte de clavardage. Levez la main, interrompez-moi. On est juste un petit groupe, alors c'est plus facile. Le nombre. Isabelle, j'indique en même temps au fur et à mesure, j'ai placé le lien pour la présentation dans le chat. Alors, Parfait. j'espère que tous nos participants ont accès maintenant. Et puis, bienvenue à Webina qui est avec nous aussi. Oh, on a une autre personne d'entrée. Oui. Parfait. Alors, le nombre, session sur les fractions. Ça ici, c'est si on clique dessus, c'est la session qu'on a donnée de 4e à 6e année juste sur les fractions, si vous voulez aller plus en profondeur sur les fractions. Parce que c'est déjà quelque chose qu'on a présenté, on ne veut pas vous imposer ça ici. Alors, c'est juste là si vous le voulez. Ici, document en lien pour nous appuyer. OK, Luc. Oh, Nathalie, question. Oui, madame. Je peux te poser une question vite vite sur les fractions? Toujours, OK. toujours. C'est juste parce que je voulais savoir, quand on travaille avec les fractions, est-ce que les élèves sont toujours obligés de le mettre? Parce qu'avec Mathologie, la ressource que nous, on utilise, chaque fois qu'ils font des additions, ils sont obligés de mettre la réponse en nombre fractionnaire. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'ils doivent toujours mettre la réponse en nombre fractionnaire ou est-ce qu'on peut le laisser en fraction impropre, simplifiée?
Je vais répondre à ça. Oui. Normalement, là, quand on donne une réponse, on doit la donner à sa plus simple expression et c'est un nombre fractionnaire. Alors souvent, c'est pas mauvais la fraction impropre, mais je peux vous dire que dans les tests de rendement, ça va être un nombre fractionnaire. OK? Alors quand il parle de sous sa forme la plus simple, c'est la forme la plus simple. Merci. Oui, parce que je dirais aussi, si j'ai quelque chose, mettons que j'ai 24 huitièmes. 24 huitièmes ne représente pas autant la réponse que si je le mettais dans sa forme simplifiée. Alors, c'est juste une étape de plus pour que les enfants le fassent, puis ça pratique les fractions aussi. Merci beaucoup pour la question. Oui. Et pour les mélanger. Une Tu as étape de plus entièrement pour les raison. mélanger. Tu Et as pour les entièrement mélanger. raison parce que quand ils demandent une addition, ils l'ont imagé, ils l'ont déjà vu, puis ils le comprennent, puis là, bien, ils doivent encore le transformer, puis encore une étape supplémentaire. Fait que ça ne devient pas une question à 2 étapes, mais ça devient une question à 3 étapes. Puis ça, c'est ce qui va faire la différence, Nathalie, entre une question standard acceptable puis une question standard d'excellence. Mhm. Peut-être que dans ta question à choix multiple, ils vont la laisser justement en fraction impropre versus nombre fractionnaire si c'était une question standard acceptable. Mais ils vont la mettre en nombre fractionnaire lorsque c'est au standard d'excellence parce que tu as 3 étapes à faire. Puis là, ben, plus de risques d'erreur. Mhm. OK. Alors, ça ici, c'est rien de nouveau. Alors, on ne les ouvrira pas. Ce sont des documents qu'on vous a déjà présentés durant l'année. Alors, parce qu'on a énormément de choses à montrer aujourd'hui, à parler. Puis, ce qui est sur un retour, une revision, on va aller un peu plus vite pour passer plus de temps sur la nouveauté qu'on a mis, qui est les suites et les statistiques. Retour sur les préalables. Alors, voici les fractions. Oui, Luc. C'est pas une grande question, j'ai juste d'arriver en retard. Est-ce que vous pouvez remettre le lien dans le clavardage? Merci. OK. C'est une question qui est facile. Merci. Je OK. le fais à l'instant si tu continues. OK. Ici, c'est une diapositive qu'on avait déjà mise. Activité de la corde à linge, on sait tous c'est quoi l'activité sur la corde à linge, mettre des fractions. Puis ce que je suis allée décortiquer. On avait juste ces deux boîtes-là ici. La première ici, en haut à gauche, 3N4, qui étaient des fractions sur une droite numérique au dénominateur 12 et moins. Ça, c'est troisième année. Celui-là, le 3N4, le 5N5, je l'ai comparé des fractions au point de référence 0, 1 demi et 1. Je l'ai trouvé à 2 places dans le curriculum. Troisième année, nombre, quatrième rat. Cinquième année, nombre, cinquième rat. Ensuite, je suis allée plus loin, je parlais de fractions. J'essayais de voir c'est où dans le curriculum où je peux voir les fractions, puis pourquoi on dit que l'activité de la corde à linge est si importante ou si pratique. Les fractions équivalentes, cinquième année, sont associées au même point sur la droite numérique. Exemple, une fraction équivalente, je sais pas penser, là, 1 demi et 3 sixièmes. On va la mettre à la même place sur la droite numérique. Alors, tout dépend des cartes que nous avons. Là, on rentre en cinquième. Si on parle des fractions impropres, les nombres fractionnaires, toujours à mettre sur la droite numérique. Et on aurait toujours besoin des référents de 0, 1 demi, 1 demi, 2 et 3, parce que là, on parle de fractions impropres, on va dépasser le 1. Et sixième, toutes les fractions équivalentes représentent le même quotient. Alors, tout ça ici, si on avait les cartes, lorsqu'on aurait, moi, dans les cartes que j'ai pas le même quotient des cartes, mais on a des cartes de fractions impropres, on a des cartes de nombres fractionnaires. Si on a les cartes, c'est facile à faire le jeu de l'activité de corde à linge, puis ça n'a pas besoin d'être très, très long. Des fois, c'est un réchauffement ou remplir un trou 5 minutes avant la cloche ou des trucs de prof. Ici, on parle de nombres. Les élèves interprètent la multiplication des nombres naturels par les fractions. Puis j'ai mis un dessin parce que José et moi, on rit souvent ensemble. Je suis très, très, très visuelle. José nage dans les mathématiques. Moi, j'ai tombé dedans par erreur. Puis j'ai pas aimé de la façon qu'on me l'a enseigné. Je détestais les maths. Et de ça, quand je suis devenue enseignante, je me suis dit, je vais faire aimer les mathématiques à mes élèves. Je comprends les élèves qui ne comprennent pas. Et c'est pour ça que je posais des questions. J'avais toujours besoin de visuels et là, maintenant, j'adore les mathématiques. Multiplier un nombre par une fraction. Ici, vous pouvez le voir, je l'ai de façon procédurale, mais j'ai un dessin pour l'appuyer en bas. On a plein, plein, plein de vidéos. Je suis certaine que ce n'est pas nouveau parce que vous l'avez déjà introduit. Ici, trouver l'intrus. Est-ce qu'il y en a qui veulent me dire quel serait l'intrus pour vous et pourquoi?
Vous pouvez le dire au micro ou dans la boîte de clavardage. Ben, ils ont tous une raison pour être un intrus, mais je vais prendre 5 quarts parce que c'est une fraction impropre. Parfait. OK. Est-ce que quelqu'un a un autre? Ils ont tous une raison pour être intrus, en autant qu'on puisse le prouver ou l'expliquer. Qui pourrait me trouver un autre intrus et pourquoi? Moi, je dirais 2 tiers. 2 tiers, OK. Pourquoi? Bon, parce que euh, 2 tiers, le quotient est un décimal périodique, alors que les autres, c'est juste des décimaux finis. Wow, OK. Alors, voyez-vous comment est-ce qu'on sort le vocabulaire? Moi, je vais aller avec un intrus très, très simple, une logique très simple. Moi, je vais prendre le 1/20 parce que c'est le plus petit. Si je partage une barre de chocolat, c'est là que je vais en avoir le moins. Alors, juste trouver l'intrus. Puis ici, les coups de cœur, ce sont des sites avec des coups de cœur, trouver l'intrus, des images comme ça que vous pouvez avoir. Ici, on a deux vidéos. Celui-là, c'est fait avec des élèves d'immersion française, je pense. C'est bien, c'est très lent. Celui-ci explique une autre façon de l'expliquer et je vais voir en contexte de résolution de problème. Je ne veux pas vous faire subir un 3 minutes de vidéo, mais je vais juste le regarder. J'ai sélectionné le temps, la petite période que j'ai mis dans cette vidéo. 2 minutes 22, OK. 2 minutes 22. Oups. 2 minutes 22. Ce type d'opération s'effectue souvent dans les problèmes. Alors, 2/5 des 40 élèves ont les cheveux blonds. Combien d'élèves ont les cheveux blonds? Nous voulons effectuer 2/5 fois 40. Vous remarquez que cette fois-ci, la fraction est placée avant le nombre naturel. Sachez que l'ordre n'importe pas et le résultat sera le même. Voyons pourquoi. En effectuant 2 fois 40, nous aurions pu effectuer 40 fois 2. Puisque ces deux opérations sont équivalentes, il s'agit de la propriété de la commutativité. Nous conservons le dénominateur 5. 2 fois 40 nous donne 80, donc 85e. Et en divisant 80 par 5, nous obtenons 16 élèves qui ont les cheveux blonds. Et voilà, vous savez maintenant comment multiplier un nombre. Alors, entre la réponse 85e et 16 élèves c'est plus concret dans ma tête avec la réponse parce que j'ai mis à sa forme la plus simple. La raison que je l'ai mis ici, c'est parce que souvent, on fait juste les fractions, on s'amuse, on le fait avec la manipulation et tout, mais c'est le fun de le mettre en contexte dans des résolutions de problèmes. On pourrait demander aux enfants de créer une résolution de problème. OK, on enlève ça. OK, alors lui-là, je vous avais promis de ne pas passer trop de temps. Ici, c'est une façon symbolique de montrer comment faire multiplier une fraction par un nombre naturel à l'aide de l'addition. Alors, ici, on a fait 2 septièmes plus 2 septièmes plus 2 septièmes est égal à 6 septièmes. On a pris ça de Allo Prof. Une autre façon de le faire aussi de façon symbolique, voilà où on met toujours la référence où on prend l'image. Ici, on en a un autre. Ici, c'est l'étape procédurale, comment faire la multiplication de fractions par addition répétée. Je regarde si j'ai des questions. Non? OK. Une autre vidéo. Alors, on a Allo Prof, et vous le connaissez sûrement parce qu'on en a, c'est toujours une de référence qu'on a puisé quand on fait nos présentations. Ils ont d'excellentes ressources. OK. Ici, j'ai une autre vidéo. Oups. Une autre vidéo, Eureka. Ce que j'ai fait, encourager les exemples visuels ou concrets avant de passer à l'algorithme. Alors, si moi, je fais 5 fois 3, voici le dessin que je peux faire si j'ai de la difficulté ou je passe directement à l'étape procédurale. Alors, j'ai mis les deux. Peut-être qu'au début, on peut, si vous autres qui le savez, peut-être qu'est-ce que vous exigeriez aux enfants de me montrer la méthode symbolique avec le dessin. Puis un coup qu'ils ont bien compris, ils peuvent aller à procédural. Luc, tu as une question? Oui, merci. Dans l'image précédente, tu montrais le dessin. C'est toujours le fun d'enseigner. Par exemple, tu montes 5 fois 4, tu expliques, tu fais 5 rangées de 4, tu fais tes dessins. Alors, tu vois le total ensuite.
Ça, c'est pour les nombres entiers. Comment tu fais pour dessiner une multiplication de fractions? Par exemple, si tu as, je vais en prendre une facile, mais ça peut être des plus difficiles, un 3/7, c'est pas facile à dessiner, multiplié par un, je ne sais pas moi, un 4/9. Mais OK. par exemple, OK. comment Oui. tu fais pour dessiner des fractions pour les élèves qui ne comprennent pas la base? OK. Je vais t'amener directement ici. Là-dedans, les élèves interprètent la multiplication des nombres naturels par les fractions. On ne fait pas fraction fois fraction. C'est pas la 6e année. Mais il y a une façon de le faire. J'ai un livre que je vais vous montrer, le Marianne Small, le livre vert, je l'ai plus en bas, puis il y a des dessins là-dessus. Si tu veux, là, que je pourrais t'envoyer une image concrète, comment faire une demi fois un tiers avec un papier quadrillé, avec des espaces, avec l'air, puis c'est vraiment Et bien tu le expliqué. multiplies par l'air. Tu le fais comme en Ben, divisant ton carré horizontal et par vertical. exemple, je prends une demi fois un tiers. Alors, mon demi, je le dessine. Dans la demi que j'ai, je la sépare en 3. Puis dans mon total, me donne 6 avec les deux ensemble. Puis là, j'en ai colorié juste ensemble. Donc, une demi fois un tiers égale un sixième. Ça se dessine, mais avec des plus grosses fractions, c'est plus difficile. Tu peux faire, par exemple, avec ton nombre entier, 5 fois un quart. Tu additionnes, tu écris un quart 5 fois, tu l'additionnes, tu vas arriver à 5 quarts. Ça, c'est possible, mais c'est vers plus loin, là, comment je me demandais. Même si ce n'est pas dans le programme, c'est ma connaissance personnelle que je voulais. Comment Il on n'y a pourrait pas de problème, Luc. Dans le livre de Marianne Small, il montre comment faire ça avec une matrice de multiplication, comme tu fais tes tables de multiplication. C'est le même principe. OK? Ben, Alors, c'est plus facile à faire qu'à démontrer. oui, Numérateur fois numérateur, dénominateur, puis ensuite tu regardes si tu dois simplifier ou réduire. dans Mais ce cas-là, le procédural est plus simple que oui. de faire un dessin à chaque fois parce que le dessin devient très volumineux. Tu as entièrement raison. Yeah, moi, je vais prendre un dessin, puis là, je vais le mettre, je vais le partager. Ce que j'aime, là, un tiers de 3/5, c'est la façon de le dire. OK? Si vous me laissez juste le temps, je vais me le partager à l'écran. OK, puis on va aller voir le dessin que j'ai trouvé. En photo. Select. Tchouk, tchouk. Euh, OK, j'arrive. Est-ce que je peux intervenir? Oui, vas-y. Je pense que Oui. José l'a dit. Tu prends juste ton rectangle, tu prends un rectangle, OK? Donc, sur la Mhm. longueur, tu prends la fraction, la première fraction, comme par exemple 3/5. Donc, tu le divises en 5. Tu prends les 3. Et puis maintenant, sur la largeur, tu prends la deuxième fraction. Donc, par exemple, 3, disons, 2 tiers. Donc, tu vas diviser ça en 3 et tu prends les deux. D'accord? Maintenant, là où ton résultat va être là où comment dire, là où tu as assuré sur la longueur et là tu as assuré sur la largeur. Ça va être ça, ton résultat. Est-ce que vous voyez l'image que je viens de mettre ici à l'écran? Oui, Utiliser un exactement. quadrillage pour multiplier. OK? Et j'ai aussi celle-ci que j'aime bien. Un demi de 3/5. Un demi de 3/5, c'est plus une façon, au lieu de dire une demi fois 3/5, c'est un demi de 3/5. C'est plus facile à voir qu'est-ce qu'on cherche. Je te remercie d'avoir posé la question. Dans les vidéos, ici, là, il y en a un qui va plus loin, qui va dans la multiplication de fractions et qui le montre exactement comme ça avec un quadrillage et l'assurer. J'ai une demi fois 3/5, puis on le fait en couleur, puis c'est dit les parties qui représentent, qui couvrent les deux morceaux. Alors, c'est bien expliqué. Mais pour la 6e année, on n'a pas besoin. Alors, on va Luc, passer. lorsqu'on aura terminé l'enregistrement, je pourrais te donner facilement 5 minutes. C'est super facile. OK? Alors, comment on multiplie puis comment on arrive à chaque fois en faisant notre rectangle. OK? OK. Puis comme Mamadou a dit, ça a l'air compliqué, mais pourtant, ça ne l'est pas. C'est les deux parties superposées, coloriées une sur l'autre, qui deviennent mon résultat. Alors, ça se fait vraiment facilement. OK? OK. C'est le fun.
On l'a appris, mais c'est le fun de le revoir encore. OK. Alors, ça ici, je retourne ici. Les étapes procédurales, c'était multiplier par addition répétée, la multiplication de fractions. Je pense que c'est là-dedans aussi que tu vas l'avoir. Il y a un des vidéos. Je pourrais répondre à ta question aussi en t'envoyant la vidéo. Je ne sais plus dans lequel que je l'ai vu. On parle de ça ici. Alors là encore, on montre procédural et symbolique avec pas symbolique, mais concrètement, avec les dessins et les fractions. Alors, on va vite parce qu'on a déjà vu les fractions. Ça, c'est l'étape procédurale, mais juste avec les fractions et multiplication et non l'addition répétée. Je multiplie, je transforme le nombre. Ça a été pris en avant les maths. Je vais ouvrir en avant les maths parce que ce que j'aime, ce qu'on aime d'en avant les maths, fraction. Ici, addition de fractions, non. Multiplication de nombres naturels. Je ne le vois pas là. Je regarde vitement. Addition de fractions, non. Soustraction de nombres naturels, soustraction de représentation, non. Non, non, OK. Voilà. Et Isabelle, tu cherches quoi? Je cherche en avant les maths, je cherche la multiplication de fractions. Puis je ne le vois pas Mais ils l'ont dans tous déjà le. vu dans la présentation, ça, Isabelle. On pourrait continuer avec l'autre OK. partie. On peut continuer. Ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'en avant les maths, souvent, c'est quand on montre, on a des pages, puis on va le voir plus loin. Le cahier qu'on a pris, la première partie du cahier, c'est pour l'enseignant avec des exemples et la correction. Puis la deuxième partie du cahier, c'est une partie qu'on peut photocopier pour donner aux élèves. Alors ici, exemple de question ouverte sur la multiplication d'un nombre naturel par des fractions. J'ai pris ça ici dans ce livre-là. Puis je mets toujours le lien si vous voulez le commander. Ici, numérateur sur dénominateur fois un nombre à 2 chiffres est égal à 8. Quels pourraient être les chiffres manquants? Et l'auteur nous dit les nombres manquants ne doivent pas nécessairement être identiques. Les deux réponses possibles sont une demi fois 16, un tiers fois 24. Les élèves peuvent-ils trouver toutes les possibilités? Il y a 8 possibilités. Alors, ce que j'aime de ça, c'est des questions ouvertes. Puis c'est plus difficile à prouver ta réponse si quelles sont toutes les possibilités, comment tu peux me prouver que tu les as. Alors, c'est une autre façon d'aborder le problème. Ici, on est encore dans les nombres. Les élèves appliquent l'équivalence à l'interprétation des rapports et des taux. Déterminer si deux rapports sont équivalents. Je suis allée voir dans tous mes livres de mathématiques pour que ça fasse du sens. Les rapports équivalents, obtenir le quotient de chaque rapport en divisant le numérateur par le dénominateur, comparer les quotients obtenus. Si les quotients sont égaux, les rapports sont équivalents. Alors, ça ici, si on parle de l'équivalence des rapports et des taux, c'est ce qu'on veut savoir dans nos rats. On a mis une définition, c'est quoi un rapport, c'est quoi un taux et c'est quoi, attention. J'aimais beaucoup ça ici. Un rapport est une comparaison entre deux quantités ou deux grandeurs de même nature exprimées avec la même unité de mesure. Si j'ai un groupe de joggers, j'ai des hommes et des femmes, les deux sont les mêmes quantités, ce sont des joggers, mais j'ai des hommes et des femmes. Alors, je pourrais dire, je sais pas moi, j'ai 10 femmes pour 21 joggers. Alors, je peux faire un rapport comme ça. Un taux. Un taux est une relation entre deux quantités de nature différentes exprimées sur la forme d'une fraction notée. Attention, lorsqu'on donne un taux, il est important d'écrire les unités. Si on ne les indique pas, on sous-entend qu'elles sont les mêmes et qu'il s'agit plutôt d'un rapport. Alors, ça ici, ces deux mots-là, ça peut porter à confusion. Ça serait bon de donner l'exemple aux élèves. Je regarde s'il y a des questions. Non? OK. Non, Isabelle, Continue. il avait déjà vu ça aussi, la OK. diapo. Alors là, on fait juste le rapport, partie, partie, tout, partie, it. J'en ai mis un autre ici. Quel serait partie à partie et partie à tout? Voulez-vous juste l'écrire ou le dire? C'est juste une image qu'on a mis. L'image est dure à voir. Je vais la grossir. OK. Pourriez-vous dire un rapport?
Luc, vas-y. Oh, ton micro est fermé, Luc. Il y en a 3 qu'on voit le noyau, puis il y en a 9 qu'on ne voit pas le noyau. Alors 3, 2,9. Ou 3 3. sur 12 en tout, ou 3 ou 9, ouais. José, est-ce qu'on dit 3 de 9 ou 3 sur 9 quand c'est point, point? De 9. De 9, OK. OK. Moi, je suis la pointilleuse je suis l'élève qui va toujours aller voir les petits détails. Je vais dire, ah ben, madame, moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 12 parce que c'est eux autres il y a une petite tige dessus. Alors, je suis allée de partie à tout. Alors, on peut s'en servir. On l'a mis comme ça ici parce que, OK, je vais descendre ça un peu comme ça ici. Un. OK. Hmm. OK, je vais aller dans celui-là. J'en ai mis un autre ici. Bon, mon ordinateur est lent. OK. Selon le modèle suivant, j'ai 3 garçons qui courent et 2 filles qui courent partie à partie. Et ça vient directement du livre de Marianne Small, ce livre-là. Tous les rapports suivants décrivent la situation illustrée. Il y a 6 rapports qu'ils ont dit. 3 de 2 décrit le rapport garçon-fille et ainsi de suite. Alors, on peut vraiment donner l'exemple aux élèves juste en ayant des petites images comme ça. Quels sont les rapports pourvu que vous soyez capable de les expliquer. OK. Allô, prof, c'est un autre ici que j'ai mis. Alors, tous ces mots-là ici sont bien, bien, bien expliqués. Exemple de rapport, les rapports réduits, les rapports équivalents. Puis, j'ai mis ça ici pour aller directement dans le lien. Un rapport, on l'explique, important. En général, le rapport n'a pas d'unité de mesure. Alors ici, on va parler de rapports. Je vais juste aller en ouvrir un, des rapports équivalents, puis on vous donne des définitions et souvent avec des exemples. Alors, c'est pour ça qu'on les a mis. On aime beaucoup, comme je me répète, on aime beaucoup les ressources de ça ici. Oui, Luc? Par exemple, j'ai 5 billes rouges puis 7 billes bleues. Puis là, je veux juste dire comme rapport 5 de 7. Est-ce que c'est la même façon à l'oral de comprendre le 5 de 7 que de dire il y en a 5 sur 12 en tout et 5 de 12? À l'oral, on fait la différence comment à l'oral? Normalement, quand c'est partie à partie, on va dire 3 à 5 parce qu'on parle d'une partie à partie. Puis quand on va dire la relation qui représente la partie au tout, on va utiliser le de pour montrer que c'est du nombre total. OK? Alors, ça, c'est la convention normalement qu'on utiliserait. Alors, 3 à 5, ça veut dire 3 et 5. Le total serait 8. La même chose quand, Luc, tu parles du hockey. OK? Je vais te mettre en contexte. C'est les séries éliminatoires, c'est Go Wallers Go présentement. Alors, on peut utiliser ce qu'on appelle les odds ou on peut utiliser ce qu'on appelle les statistiques. Partie gagnée, partie perdue. Alors, le nombre de parties totales, mais si tu dis qu'un joueur a plus de chances que d'autres de gagner parce qu'il y a tant de parties gagnées, tu vas parler de parties perdues versus parties gagnées. Ça, c'est plutôt tes odds. Mais si tu vas parler de, évidemment, combien il y en a de gagnés en tout, ben, tu vas dire 4 de 25 parce qu'ils ont joué 25 matchs. Alors, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment lié aux statistiques, aux probabilités. Alors, c'est là qu'on va parler des chances versus la moyenne au bâton, versus des choses comme ça, au baseball ou peu importe. Merci pour la différence entre le A et le de. José, est-ce qu'on pourrait l'écrire ici? Parce que c'est important tant qu'à le monter, tant qu'à le montrer, parce que c'est pour ça que je te posais la question aussi, comme 3.5, de bien le montrer, parce que nous, en immersion française, on doit faire les deux. On enseigne la langue, on enseigne les maths. Alors, tu dis de partie, je vais Isabelle, ça reprendre. dépend du contexte. Il va falloir que tu mettes ton contexte. Alors, OK. soit que, parce que les deux, tu peux les noter de cette façon-là avec les 2 points. Alors, tu pourrais noter un rapport qui représente la partie d'un tout, puis tu pourrais donner le rapport qui représente partie à partie. Mais dans ton contexte, c'est là que tu vas faire la différence avec le A et le 2. OK. OK. Alors,
On continue. Ici, vous allez trouver le bon vocabulaire et beaucoup plus d'exemples sur, j'ai vu les exemples de rapports, les rapports réduits, équivalents, exprimés à l'aide d'un pourcentage, ça fait partie de sixième année, la comparaison de rapports et les effets de modification d'un terme dans un rapport. Ça, je ne suis pas sûre que ça vient de la sixième année. Il va falloir que je retourne dans le curriculum. Ici, c'est une autre question ouverte que j'ai prise de ce livre-là. Dessiner une situation correspondant au rapport 3 à 9, 3 de 9. Expliquer comment votre dessin correspond au rapport. Note de l'auteur. Les élèves réalisent qu'ils ne sont pas obligés de dessiner 12 éléments. Un rapport 3 à 9 peut être simplifié en 3 à 1, de sorte qu'un dessin montrant, par exemple, une tente pour 3 élèves conviendrait. Alors ça, ce genre de questions-là ouvertes, c'est là qu'on voit standard et excellence, l'enfant qui est capable d'aller plus loin. Puis ça, c'est un livre, il y a d'excellentes ressources, exemples dans ce livre-là. C'est en anglais, alors c'est une traduction libre de ma part. J'en prends juste quelques-uns de temps en temps quand ça va bien avec le rat qu'on veut démontrer. Pourcentage et proportion. On retrouve souvent des pourcentages dans les situations de proportionnalité. La notation en pourcentage est l'une des façons d'exprimer un rapport de proportion. Alors, 24 c'est 24 sur 100. Puis, on va le voir quand on va voir le tableau. On va le voir encore plus loin j'ai un exemple qu'on va se servir de ça ici. Les taux, OK, parce que là, c'est deux unités différentes. C'est argent versus combien d'avocados. C'est le nombre de kilomètres versus le nombre d'heures. Argent versus le nombre d'heures. Kilogramme versus litre. Alors, c'est deux unités différentes, de mesures différentes. Alors, ça ici, on pourrait le faire. Ça serait une façon de trouver les taux. Un autre ici. Puis ça, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec la nourriture. Puis souvent, c'est ça à faire avec la nourriture. Nos enfants, je ne suis pas sûre qu'ils vont magasiner pour faire l'épicerie, mais de leur donner qu'est-ce qui est meilleur marché. Je compte une anecdote quand j'enseignais en quatrième année. On avait fait une sortie parce qu'on parlait des fractions, on parlait des nombres décimaux et l'argent. Puis on était allé magasiner à Safeway, qui était sur la rue où j'enseignais. Puis on avait fait un menu pour la classe au complet. Qu'est-ce qu'on voulait cuisiner? On avait fait le menu et on l'avait donné une liste puis à les comparer. Exemple, je vais acheter du sel. C'était vraiment cute de voir les enfants avec leur calculatrice, un sac de sel ou juste un petit mot. Comment est-ce que la différence de prix était aberrante. Alors, ils avaient bien aimé ça. Exemple de taux unitaire à l'aide de la vitesse. Alors, repérer les quantités grandeur à comparer. Les deux quantités à comparer sont la distance parcourue, 50 mètres, et le temps, 32 secondes. Ce sont aussi des exemples tous tirés de Allo Prof que j'ai montré à la vidéo numéro 28. On a sorti ça de là. Ici, est-ce que vous avez maths au maximum sixième année? Est-ce que vous avez déjà cette ressource-là? Il y a d'excellentes ressources là-dedans. Les liens ne seront pas là. Il va falloir mettre le lien, José. Je mettrai le lien quand tu vas parler de l'algèbre, j'irai retourner Oui, dedans. je peux aller OK? le mettre aussi. Alors, ça ici, est-ce que vous êtes, donnez-moi juste un pouce en l'air, est-ce que vous connaissez Math au maximum, vous l'avez déjà vu? Non? OK, je vais aller l'ouvrir. On a tellement de ressources cette année que ça faut-il en ajouter un autre? Oui, mais celle-là, elle est bonne. Ah, ben, il y Les en a autres? beaucoup, là. Elles ne sont pas bonnes. OK. C'est ce que je veux entendre. Ça va pas là. Non, j'ai pas dit ça. C'est J'ai pas pas dit ça, vrai. j'ai pas dit Elles ça. sont tous bonnes. Elles sont tous bonnes. Tous Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. OK, c'est pas là. Je vais aller chercher tout de suite parce que vous allez l'aimer. Je vais aller le mettre. Je vais Parce partager. qu'en ce Et moment, vous êtes aussi. Isabelle, sais-tu quoi, je vais continuer la présentation parce qu'il nous reste à peu près 30 minutes. Je vais laisser Luc poser sa question. C'est OK. l'ancien volume qu'il y avait sur Edmonton Public Resources Hub. Alors, j'ai tout téléchargé. On a téléchargé la cinquième, la sixième, et puis les chapitres au complet sont là. Alors, il y a des choses qui sont encore vraiment bien pour le nouveau curriculum, mais c'était vraiment l'ancienne ressource. OK? Alors, c'est ce que Edmonton Public School Board utilisait. Et puis, ils s'en servent encore en certaines portions de chapitre là-dedans. C'est ce qu'ils ont rendu public. Je ne sais pas si vous connaissez la ressource d'Edmonton Public School Board, Resources.
Alors, vous pouvez les télécharger gratuitement, mais vous n'avez même pas besoin de le faire, il est tout fait. OK? Alors, c'est exactement ça. Je vais retourner le Ma mettre tout de question, c'est suite. juste où est-ce qu'on la retrouve, cette ressource-là? Comment on peut y accéder? OK? Si tu tapes sur ton onglet de recherche, ES, Edmonton Public School Board, juste l'abréviation, EPSB en majuscule, Resource, tu vas Dans arriver Google? sur un hub, OK, d'Edmonton Public. Puis là, tape Maths au maximum. Puis toutes les ressources en français qui ont été faites par Edmonton Public, parce que c'était des fonds publics qui leur ont été accordés, ils l'ont ouvert à tout le monde. Tu le télécharges, tu te l'envoies directement, ça arrive sur ton ordinateur, puis c'est à toi maintenant. Ça coûte zéro. Peux-tu répéter l'adresse, s'il te plaît? EPI. Edmonton Public School Board Resources. OK. J'ai mis le lien vivant ici. J'ai mis le lien dans la diapo. Puis là, je fais juste d'ouvrir. Je vous ai montré grand et petit. Ça, c'est la 6e année. J'essaie de voir quel chapitre qu'on pourrait ouvrir. Non, concept. Il n'y a pas les fractions. J'essaie de voir. Non, je vais ouvrir la régularité parce qu'on va la voir très bientôt. Alors, si on peut voir ici, vous avez des exemples. Ce sont des exemples que vous avez ici. Alors, je l'ai mis ici là, dans la diapo 34. Maths au maximum, le lien est vivant. C'est là que vous allez pouvoir aller chercher le livre de 6e année. Puis on l'a mis à la fin aussi. OK. Alors, puis ce que j'aime, dernière chose, Josée, je te laisse la parole. Les objectifs d'apprentissage, il y a les je peux, il y a les questions fondamentales et il y a les mots-clés par eux autres. Avant, c'était les domaines par idée organisatrice. Alors, il y a on essaie de ressortir le vocabulaire. Alors, ça peut peut-être aider. OK, Josée, l'algèbre. Luc, je t'ai mis même dans le chat le lien pour aller sur Edmonton Public School Board Resources. Si tu cliques sur le lien, ça va t'amener directement sur le hub. OK. Il y a de très, très bonnes ressources. OK. Alors, moi, je vais aller plus rapidement parce que je veux rentrer dans le vif Oui. du sujet. La seule raison pourquoi on a remis l'algèbre, OK, puis je vais être honnête avec vous, vous avez déjà eu la présentation sur l'algèbre. Elle est là pour rappeler quelle est la différence entre une expression et une équation et comment on va simplifier un système d'équations. Alors, les propriétés qui viennent avec ça, comme la commutativité, toutes ces applications-là qu'on a fait, que vous aviez déjà à faire avec l'algèbre, elles sont là tout simplement parce que quand on va parler de suite, c'est la partie qu'on a besoin parce qu'on va transformer nos suites en suites arithmétiques, géométriques qui sont des systèmes d'équations. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on a remis ce rat-là comme tel. OK? Pour parler du maintien de l'égalité, comment résoudre un système d'équations, parce qu'on va devoir tracer un graphique. Alors, Isabelle, si on passe rapidement à travers la diapo, là, ça dit retour sur la session de mars-avril. Alors, tout ce que j'ai fait, j'ai remis les diapos importants. Alors, 37, 38, dont 39, qui est une synthèse de l'ordre des opérations. Alors, vraiment, cette partie-là, on en a besoin parce qu'on fait une substitution. Quand on trouve les termes dans une suite, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de simplifier une opération dans laquelle on substitue, OK? Par le premier, le deuxième, le troisième, parce qu'ils vont nous demander de trouver des termes en particulier. Puis je vais mettre les préalables de 4 et de 5 parce que les élèves ne les ont pas vus. Alors, quand vous arrivez dans les suites, c'est vrai que vous avez juste un rat, mais vous n'avez pas juste un. Vous n'avez en 4, en 5, puis en 6, parce que vos élèves arrivent avec rien. Ils ne savent pas c'est quoi une suite. Et là, vous avez besoin de montrer c'est quoi une suite. Donc, si je continue à la diapo 40, 41, tout ça, c'est pour marquer les propriétés de 42, 43. Alors, Isabelle, si on continue, 42, 43 descend plus bas. Vous avez déjà vu les propriétés. OK? Alors, et ensuite de ça, ça nous amène à la diapo 46 directement, à laquelle on dit quoi? Tout simplement, c'est quoi un système d'équations, comment le résoudre? Parce que notre suite va devenir un système d'équations. C'est le parallèle qu'on doit faire. OK? C'est pour cette raison-là que je l'ai mis là. Alors, je ne repasse pas à travers tout ça parce que vous l'avez vu.
Les ressources de JumpMath sont là. Les ressources de AlloProf sont là. Et Math au maximum est là, Isabelle. Alors, ils ont déjà le chapitre 2 aussi là-dedans avec l'algèbre. Je l'avais déjà mis quand j'avais fait la session. Alors, je m'en vais tout de suite à la diapo 53 parce que je veux rentrer dans le vif du sujet des suites. OK? C'est le point important. Je vais retourner sur les préalables, puis je vais sauter mes petites introductions parce que je veux vraiment que vous ayez un bel aperçu de qu'est-ce que c'est les suites. C'est vraiment pas évident. Je vous le dis tout de suite. OK? Avec quoi ils vont passer. Puis vous aimez mon jeu de mots, hein? C'était volontaire. Alors, vous avez une belle petite présentation. Premièrement, oui, il y a des activités vraiment le fun, mais probablement au temps où est-ce que vous êtes, si vous prenez le temps de faire ça, vous allez manquer de temps avec toutes les suites, tout ce qu'il y a à voir là-dedans. Alors, c'est exactement, il y en a, ça a l'air pas beaucoup, mais il y en a énormément. OK? Alors, c'est un petit jeu, puis ceux qui avaient déjà assisté à une session que j'avais donnée avec une enseignante sur le développement, non, c'était pas une enseignante, c'était un orthopédagogue pour faire bouger les élèves, puis on avait fait justement une suite à répétition comme ça, où est-ce qu'il fallait bouger, puis on le faisait avec les fonctions mathématiques. Alors, c'est le même principe. OK? Si on s'en va à la diapo 56, je suis dans le programme de quatrième année. Qu'est-ce qu'ils doivent enseigner en quatrième année? Ils doivent montrer c'est quoi une suite numérique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avant en première, deuxième, troisième? On a montré des régularités. Là, on montre qu'une régularité devient une suite numérique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit dans la nature, comme par exemple une cocotte d'arbre, comme par exemple un beau petit chêle, devient, comme par exemple la suite de Fibonacci. On demande en quatrième année d'expliquer la suite de Fibonacci. OK? Alors, c'est bien beau de dire que c'est 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, mais si on ne sait pas c'est quoi, hein, ben, OK, on l'a nommé, on a dit que c'était une suite numérique, mais on n'a aucune idée c'est quoi la suite de Fibonacci. Qu'est-ce que c'est la suite de Fibonacci? C'est une suite croissante qui marque une régularité dans laquelle le nombre suivant vient de la somme des deux nombres précédents. Alors, si je commence puis je m'en vais, exemple, avec le nombre 2, bien, d'où vient le 2? De 1 plus 1. Si je m'en vais à 3, d'où vient le 3? C'est 1 plus 2. Si je m'en vais à 5, d'où vient le 5? C'est 2 plus 3. Est-ce que vous me suivez? Si oui, faites-moi un petit pouce en l'air, comme ça va m'indiquer. Excellent, super. Alors, tout ce qu'on a besoin de dire aux élèves, c'est que la suite de Fibonacci, c'est une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique. Elle est une suite croissante, comme des objets qu'on retrouve dans la nature qui auraient une suite, une régularité. Mais quand elle devient une suite numérique, c'est qu'on peut transposer cette régularité-là en nombre. OK? Alors, là, c'est une suite numérique croissante. Elle n'est ni géométrique ni arithmétique, mais elle est croissante. Alors, dans la prochaine diapo, puis toujours en quatrième, ils doivent évidemment montrer qu'est-ce que ça veut dire, une suite numérique croissante ou décroissante. Si je monte juste les petits carrés, ce n'est pas une suite numérique. OK? Cette suite-là, il faut que je la transpose. Lorsque j'écris 1, 3, 5, 7, ça, c'est ma suite numérique. Est-ce que vous me suivez jusque-là? 40, 32, 24, 36, c'est ma suite numérique, puis elle est décroissante. Numérique ne veut pas dire qu'il y a une constante. Ça veut juste dire qu'il y a une suite de nombres qui augmente. Parce que si vous regardez de 1 à 3 à 5 à 7, oui, dans ce cas-là, c'est constant. Mais si je m'en vais écrire 1, 2, 4, 7, bien là, ça fait plus 1, plus 2, plus... il n'y a pas de constante. Mais c'est encore numérique pareil. Voyez-vous ce que je veux dire par là? OK? Alors, une suite arithmétique ou une suite numérique peut devenir arithmétique ou géométrique. Ça, c'est encore dans le programme de quatrième année. Ils doivent définir les deux. Alors, une suite de nombres est une liste ordonnée de nombres. J'ai une suite de nombres. Est-ce que la suite qui est ici, qu'on a identifiée, est arithmétique ou géométrique? Non. Elle est ni un ni l'autre. Elle est numérique. Parce que regardez bien ce que ça dit. OK? T'es à quelle diapo, là? Je suis toujours à la... Non, toi, tu n'es pas à la même place que moi. Je suis à la diapo 57. Alors, ça dit les suites arithmétiques et les suites géométriques sont également des suites numériques. Alors, ce qui veut dire, OK, qu'une suite
peut être arithmétique, elle est numérique. Une suite peut être géométrique, mais une suite croissante peut être ni arithmétique ni géométrique, mais être numérique, comme la suite de Fibonacci. Est-ce que vous me suivez Juste encore? parce que c'est pas constant en deux OK? termes. Vous ne me Ça suivez fait la pas? différence. Regardez bien pourquoi. Je vais aller à la prochaine diapo puis je vais vous aider. OK? Avec ça, je vois des noms. OK? Mhm. On va aller à la diapo 58. Regardez bien tout le monde. J'ai défini c'était quoi arithmétique et géométrique. Alors, une suite numérique se décompose en trois choses. Numérique veut dire suite de nombres. Elle peut être arithmétique ou géométrique ou ni une ni l'autre. Elle peut être juste numérique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour être une suite arithmétique, elle doit avoir une addition, une soustraction qui est constante. Plus 12, plus 12, plus 12, plus 12, plus 12. Moins 8, moins 8, moins 8, moins 8. Je dois faire la même chose. OK? Je dois avoir un changement constant dans ma suite pour qu'elle soit arithmétique. Pour qu'elle soit géométrique, il faut que j'aie un produit ou une différence. Puis dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'ai une multiplication ou une division. Alors, soit que ça fait x2, 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 ou divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2. Si je regarde la suite de Fibonacci, est-ce qu'elle est arithmétique ou géométrique? Non. Elle est numérique, croissante, mais elle n'est pas arithmétique ni géométrique. Parce qu'il n'y a pas un changement constant entre deux termes. Est-ce que OK. vous me suivez encore? Si Oui. oui, un petit pouce. OK, good. Oh. J'ai tout le monde. Excellent. OK. Alors, je continue. Je vous ai mis des exemples. OK. À la diapo 58, j'ai repris le rang, puis j'ai mis un exemple. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'on cherchait là-dedans? En quatrième année. Pourquoi c'est écrit 4S1? Parce que c'est en quatrième année qu'ils font ça. Le comptage par bon est un exemple de suite arithmétique. Tu sais, vos machines d'entrée-sortie, c'est le même principe. OK? Alors, c'est la même chose. Parce que quand on compte par bon, quand on fait nos machines d'entrée-sortie qu'on faisait, c'est exactement des suites arithmétiques. On est en train d'appliquer un changement constant. Plus 40 à chaque fois, plus 20, c'est le même principe. Dans une suite arithmétique, parce que j'applique une somme ou une différence, je peux commencer avec 0. Quand je vais le faire avec géométrique, je ne peux pas. Vous imaginez pourquoi? Je multiplie. 0 fois n'importe quoi, ça va me donner 0. OK? Alors, dans ce cas-là, oui. Fait que je vous ai mis la terminologie que les quatrièmes années auraient dû avoir. On va parler de terme initial. C'est le premier terme. C'est 0. On va parler de changement constant. Mamadou, vu que tu enseignes au secondaire, je le sais, toi, tu vas peut-être parler de raison arithmétique, raison géométrique, mais c'est bien trop avancé. Ici, on parle d'un changement constant. On a minimisé cette partie-là, justement pour que les élèves comprennent qu'est-ce que ça veut dire. OK? Alors, changement constant, qui doit être le même à chaque fois. Je vous ai placé un exemple. Je continue, je m'en vais avec l'autre 60, toujours en quatrième année. Vous me suivez? Je vous ai dit qu'il y en avait des choses à faire dans les suites. Alors, on parle de géométrique. OK? J'ai fait la même chose. J'ai mis le rang, j'ai mis la compréhension. Alors, le terme initial est en 2, le changement constant est en x2. Et là, on va parler de termes. OK? On va demander en quatrième de trouver les 6 premiers termes en donnant le changement. Rendu en cinquième année, on va demander aux élèves d'identifier un terme en particulier. Alors, on va dire en quatrième, ici, le changement constant, c'est x3. Le premier terme, c'est 3. Donne-moi les 5 premiers termes de ta suite géométrique. C'est ça qu'on va demander en 4. OK? Rendu en cinquième, on va dire, voici ta suite géométrique. Voici le changement constant qui est x2 ou trouve le changement constant. Voici ton terme initial. Quel serait le 6e terme? Là, ils doivent comprendre le principe de premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6e terme. Je fais x2, c'est 64. Voyez-vous, on pourrait demander le 20e terme. Alors, ça serait le même principe. OK? Alors, c'est l'application et la différence qu'on va en faire. Je continue. Isabelle, on est rendu à 61. Je suis rendue en cinquième année. OK? La différence, terminologie change. Alors,
Rendu en 5e année, j'ai surligné le rang et les termes. Alors là, on va parler de rang. OK? Puis on va lier ça, même un petit peu plus loin, à X puis Y. OK? On va déterminer les termes manquants d'une suite arithmétique puis les termes manquants d'une suite géométrique. Par exemple, 1, 3, 5, 9, 11, et ainsi de suite. Voyez-vous ce que je suis en train de faire? On va demander aux élèves de déterminer les termes manquants. Alors, ça, c'est le genre de différence qu'on ajoute. On va parler de rang, puis on va parler de termes. Alors, ce que j'ai fait à la diapo 62, c'est vous donner le vocabulaire. Donc, qu'est-ce que c'est le premier terme? Qu'est-ce que c'est le rang? Et qu'est-ce que c'est les termes? Et qu'est-ce que ça signifie ça? Donc, j'ai dit, dans une suite, chacun des nombres est appelé un terme. Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième terme. Chaque terme est associé à un rang. Donc, le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang, le quatrième rang, le cinquième rang. Me suivez-vous encore? Si oui, un petit pouce en l'air. Excellent. Good. Dans une suite, le terme au premier rang est le premier terme. OK? Alors, c'est pas José, je difficile. t'interromps. On a une question avec Nathalie. Oui. Nathalie, ton micro. Regarde. Je veux juste savoir si ça, c'est le vocabulaire que nous, on doit utiliser ou ça, c'est juste pour les 5e années, puis là, ça va changer encore pour les 6e. Non, ils vont garder ça. Sauf que vous allez devoir le mettre dans un graphique en XY et parler de variables dépendantes et indépendantes. Donc, ça va être important qu'ils connaissent le rang versus le terme versus, évidemment, votre résultat dans votre suite, puis comment le transposer dans un plan cartésien. OK? Parce que là, vous allez parler de variables dépendantes et indépendantes. Quand je vous ai dit que vous aviez une 4, une 5 et une 6 enseignée, c'est là qu'on le voit. Voyez-vous, c'est ça l'affaire, parce qu'ils n'ont rien vu. Et c'est ça la problématique. C'est pas là qu'on Ils le ont voit, c'est bien vu, depuis mais septembre qu'on le voit. Ah, je sais, tu as raison. mais dans l'ancien curriculum, les 4e années, les 5e années faisaient l'ancien curriculum et ils ont vu les suites et les régularités. Donc, ils ont vu Donc, les régularités, mais ils n'ont pas vu des suites géométriques, des suites arithmétiques. C'est ça l'affaire. Ils n'ont pas vu le ce domaine était vocabulaire-là. ensemble. Les suites et la régularité, c'était la régularité et l'algèbre enseignés ensemble dans l'ancien programme. Fait qu'ils sont déjà, ils savent déjà trouver, si tu mets une suite à 3 ou 4 termes, au 4e rang, qu'est-ce qui va venir ensuite? Ensuite, ils n'ont peut-être pas le même vocabulaire, mais ils ont été exposés à des suites. Oui, Mais ils savent c'est quoi une suite, ils savent c'est oui, quoi une régularité, soit ils savent oui, la transposer, mais pas en termes de terminologie. C'est ça non. l'affaire. OK. Et si on continue, 63, je vous ai mis des exemples. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est évidemment un exemple où est-ce qu'on aurait le rang. Alors, on parle de, évidemment, connaissance, habileté, procédure. Et puis là, j'ai mis, évidemment, mon rang, mon premier, deuxième, troisième. Mais voyez-vous que c'est encore horizontal. Ils ne l'ont pas mis dans un tableau en XY. Ils ne l'ont pas encore transposé. OK? Je continue, je m'en vais à 64. Alors, ils doivent être capables de transposer ça à une expression. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est qu'ils sont en train de lire un problème, puis ils doivent être capables de trouver une expression. Si je lis le problème, ça dit que ça coûte 5 puis ensuite 3 par heure. Alors, ils doivent être capables de comprendre que ça devient une expression, puis que H est des heures. Donc, si je remplace H par 1, par 2, par 3, par 4, voyez-vous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de lier ça aux expressions algébriques. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là-dedans. OK? Alors, ils ont pris un système, ils l'ont transformé, ils ont mis une expression, ils ont généré une expression, et là, ils vont faire une substitution. C'est ça qu'ils doivent aller faire. Je m'en vais plus loin. Isabelle, à l'autre exemple. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris encore une fois le même problème. Chaque terme d'une suite correspond à un nombre naturel indiquant le rang dans la suite. Alors, j'ai mis les heures, puis j'ai mis notre expression de l'autre côté. Alors, ça, là, c'est le tableau qui va devenir, autrement dit, comment on a fait dans l'autre problème avant pour arriver à ça. Mais c'est la substitution par 1 heure, par 2 heures, par 3 heures, par 4 heures. Et c'est ça qui devient mon tableau. Et c'est ça qui va devenir votre tableau pour vous en XY avec votre variable dépendante indépendante. OK? Alors, je continue, je m'en vais plus loin. 66, j'avais mis un autre exemple. Il y en a encore là-dedans où est-ce qu'on parle du numéro de la figure.
OK? Et encore une fois, le nombre de carrés. Alors, on a une suite imagée, on la transforme en suite numérique, on parle de rang, de terme, et puis ensuite de nombre, autrement dit, combien il y en avait. Je m'en vais dans le vif du sujet, je rentre en 6e année. OK? Ça, c'est ce que vous avez à faire. Mais c'est impossible de faire ça s'ils ne connaissent pas le restant. OK? Alors, Nathalie est là, ouf, je suis découragée, je le sais. OK? Je le Mais il n'y a sais. pas d'examen de fin d'année. On peut célébrer OK? ça. Ils vont Alors, encore le voir l'année prochaine. Fait que tu sais, quand vous parlez de machine d'entrée, machine de sortie, on est loin de machine d'entrée, machine de sortie, là. OK? On est vraiment loin de ça, là. Alors ici, là, si vous regardez ce que vous avez à faire, ici, ils disent les valeurs de la variable dépendante sont représentées par l'ordonnée dans le plan cartésien. Ils disent les valeurs de la variable indépendante sont représentées par la valeur de l'abscisse dans le plan cartésien. Donc là, ils vont lier les suites à X, Y dans votre plan cartésien pour être capable de faire un graphique. Puis là, ils vont parler de variables dépendantes puis variables indépendantes. Alors, Y varie, puis ils ont mis le mot fonction au secours. Là, ils ont mis le mot fonction, puis le monde va dire, ben, c'est quoi une fonction? OK, là, on va s'en tenir à une chose. C'est le lien qu'il y a entre X et Y. OK? C'est tout. Parce que là, si je rentre dans toute la définition du secondaire, Mamadou, de fonction, relation, ça finit plus. OK? Alors, on ne veut pas rentrer là-dedans. Oh, nos tout petits sont en 6e année. OK? Alors, on veut vraiment rester avec l'aspect de, OK, qu'est-ce qui est dépendant, qu'est-ce qui est indépendant? Qu'est-ce que je substitue dans l'expression qui va me donner le résultat? OK? Le résultat est ma variable quoi? Dépendante. Ce que je mets dedans, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, c'est ma variable indépendante. Est-ce que vous m'avez suivi avec ça? Puis j'ai mis un petit graphique ici dans votre tableau pour marquer dépendant, indépendant. j'aime ça. Je ne suis pas capable de mettre je suis pas capable de mettre une boîte. J'aimais ce que tu as dit que la fonction, c'est le lien entre le X et le Y. Oui. C'est clair à comprendre pour les enfants. C'est plus que ça, mais on va s'arrêter là. OK? Ben, parce qu'on commence. Ouais. Oui. On OK. s'en va à 69. OK? Diapo 69. 69. Où est-ce qu'on est là-dedans? Voyez-vous, j'ai mis des exemples. Variable indépendante, variable dépendante. Je l'ai mis en fonction de X et Y. OK? La valeur de la variable indépendante sont représentées par des abscisses dans le plan cartésien. Alors, vous savez l'axe des X? Le nom qu'on y donne, c'est l'abscisse. Alors, c'est toutes des abscisses. Mes abscisses, c'est ma variable indépendante. Donc, qu'est-ce que je mets sur X, c'est indépendant. Qu'est-ce que je mets sur Y, c'est dépendant. Maintenant, j'ai mis des graphiques, OK? J'ai donné un exemple en graphique, indépendant, dépendant. X, Y, pour vous montrer encore une fois, indépendant, dépendant. X, Y. Voyez-vous mon exemple de tantôt? X, mes valeurs. Ma substitution de l'expression, c'est-à-dire le résultat en Y que je vais obtenir après avoir remplacé X par 10. 10 divisé par 2 me donne 5. Ça, c'est dépendant. Ce que je substitue pour obtenir un résultat final devient dépendant. Donc, ça dépend de la substitution que j'en ai faite. Ça, c'est indépendant, dépendant. OK? Puis là, il y en a qui vont me poser comme question, je le sais. Est-ce que le temps est toujours dépendant? Est-ce que le temps est toujours indépendant? Pas vrai. Ça dépend comment on le lit. OK? Quand on dit Y varie en fonction de X. Si j'écris la température varie en fonction du nombre de personnes, comment j'interprète ça? Bien, c'est que plus il y a de personnes, plus la température va monter. Moins il y a de personnes, moins la température va monter. Je pourrais le donner à l'inverse. Le nombre de personnes va varier en fonction de la température. Je fais un party à l'extérieur. Il fait beau, il va y avoir beaucoup de personnes. Il pleut, il n'y aura pas beaucoup de personnes. Voyez-vous comment le contexte peut changer la variable? Dépendante, indépendante. Je t'interromps, José. Luc a une question. Oui, Luc. Micro. Je ne sais pas par où commencer pour poser ma question. Vas-y. Tu as tellement raison. J'ai essayé de faire une joke tantôt en disant que depuis septembre qu'on fait de la 4, 5, 6. Mais tu as tellement raison que là, c'est vraiment qu'il faut faire la 4, 5, 6.
Alors, ma question est, on commence où, puis qu'est-ce qu'on coupe? OK. Si j'avais une chose à te donner, Luc, là, tu sais, tes machines d'entrée-sortie, ça, c'est ton point d'entrée. OK? Entrée, sortie, on trouve l'expression. Tu as une expression qui est donnée ici. Alors, on se trouve à avoir quoi? Tu as ton expression qui est là. J'ai trouvé ma valeur de Y. On lit l'entrée de la machine entrée-sortie XY en X puis en Y. Tu comprends-tu? Ton entrée, ta sortie. Qu'est-ce qui en sort de ma machine? C'est mon résultat. Alors là, je suis capable d'interpréter XY, je suis capable de faire un graphique, je suis capable de parler de variables dépendantes, indépendantes. OK? Parce que sinon, là, on n'arrivera pas à tout faire. Si je commence à enseigner suite arithmétique, géométrie, à un moment donné, là, on va se perdre. OK? Vous avez à enseigner variables dépendantes, indépendantes. Commencez par variables dépendantes, indépendantes avec vos entrées de machine, entrée-sortie. Si je vous disais une chose, là, c'est ça. Ils vont arriver avec ce contexte-là éventuellement, mais je vous l'ai mis en contexte. Mais voyez-vous qu'est-ce que je veux dire par 4, 5, 6 que vous avez à faire? Il est vraiment évident ici. Ça, puis aussi, en faisant la machine entrée-sortie, se servir des termes, les termes, le rang. Juste ces mots-là, en mettant, si on donne, je vais le mettre. Puis si je peux me permettre, Luc, tu pourrais même retourner chercher un problème comme la diapo 63, puis le faire avec même principe que ta machine entrée-sortie, qui est un problème de quatrième, mais l'amener jusqu'à variable dépendante, indépendante, puis l'amener à dessiner un graphique. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé de rentrer dans toute la partie de suite arithmétique, géométrique. Et là, tu as enseigné ton concept de sixième qui était variable dépendante, indépendante. Est-ce que tu me suis jusque-là? Ça, c'est comment je minimiserais mon enseignement. Les machines d'entrée-sortie l'année passée, ou ben, les années antécédentes, on perdait déjà une grande quantité d'élèves. C'était pas pour tout le monde. Alors, je te vois arriver avec ceci. Alors, c'est sûr que je perds du monde aux machines d'entrée-sortie. Puis il y en a qui vont rester dans la machine, puis les autres vont continuer à avancer. Oui, je suis d'accord avec toi. Vas-y avec des contextes. Pour parler de variables dépendantes, indépendantes, OK, qui comprennent qu'est-ce que ça veut dire, vas-y avec un exemple très concret comme j'ai fait avec la température. OK? Alors, température versus nombre de personnes. Vas-y en utilisant le vocabulaire. La température varie en fonction du nombre de personnes. Qu'est-ce qu'on retient de ça, les élèves? Alors, dans la lecture de gauche à droite, variable dépendante, indépendante vient comme ça. Température varie en fonction du nombre de personnes. Y varie en fonction de X. Alors, qu'est-ce qui est indépendant et dépendant? La même chose que qu'est-ce que je lis. Alors, si je dis Y varie en fonction de X, Y est dépendant, X est indépendant. Si je dis la température varie en fonction du nombre de personnes, bien, la température est dépendante, le nombre de personnes est indépendant. OK? Alors, s'il y a beaucoup de monde dans ta classe, il fait très chaud, la température va monter. S'il y a moins de monde dans la classe, ça va être plus frais, la température va être plus agréable. C'est pour ça qu'on a besoin des petites classes. Excuse, j'ai pas dit ça. Juste pour Excusez, ça va être dans la vidéo. Non, non. Juste pour ça. Juste pour la température. Oui, oui. Combien de temps? Parce que là, je vois juin arriver. Combien de temps on devrait passer? Parce que là, on veut toucher un petit peu à tout d'ici la fin de l'année pour que, quand va arriver les tests expérimentaux, qu'au moins les élèves aient eu un extrait de chaque. Alors, combien de temps on devrait passer sur cette partie-ci? Tu as les statistiques aussi à faire hein, que vous n'avez pas touché du tout. Ni la mesure. On n'a pas fait la mesure encore. OK. Alors, moi, là, j'enseignerai variables indépendantes, dépendantes. Quand je vais parler de statistiques, je les intégrerai ensemble parce que tu vas devoir dessiner des graphiques. OK? Alors, peut-être que je dessinerai un graphique, je parlerai un petit peu de ça, puis je parlerai en même temps de ma statistique là-dedans. Puis on a fait tel échantillon. Si je trace un graphique XY, puis là, je rentrerai le concept de variable dépendante, indépendante. OK? Alors,
pour tracer mon graphique en XY. Ça, là, c'est vraiment là que je le mettrais, puis je me couperais ça en deux. OK? C'est littéralement comment que je ferais pour faire mesure, puis ma statistique intégrée dans mes suites. Mes suites intégrées dans ma statistique. Merci. OK? Ça, c'est comment je le ferais parce que sinon, oui, c'est vrai, votre facteur temps, là, il va faire chaud tantôt. Il y a trop de matière. C'est à peu près ça. Oui. Alors, je continue. Isabelle, on s'en va à la diapo 71. Je vous ai mis quand même des exemples. Ça, c'en est un comme vos machines d'entrée-sortie, puis qui serait peut-être plus simple pour les élèves à comprendre. OK? Alors, j'en ai placé un vraiment avec les arbres liés au rang, puis comme une petite synthèse. Alors, c'est un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, j'ai mis une machine d'entrée de sortie. C'est comme mon X, mon Y. Je l'ai fait avec des petits triangles. Alors, ça serait peut-être vraiment bien pour synthétiser le tout. OK? Ensuite, je continue avec le prochain Isabelle 72. Maintenant, graphique. C'est important, ce graphique-là. OK? Parce qu'ils vont peut-être vous questionner là-dessus, par exemple. Quand on représente un graphique, parce que c'est lié à du tangible, des choses qui ne peuvent pas se diviser. Exemple. OK? Pourquoi il y a des petits points et ce n'est pas une ligne droite? Il y a une raison à ça. OK? Continu versus pas continu. Quand on parle d'une suite, OK? Et qu'on dit que dans ce cas-ci, je vends des, c'est quoi l'exemple là, qu'on a Le nombre de là-dedans? t-shirts imprimés, puis c'est le coût d'impression. OK. Alors, est-ce que je pourrais, par exemple, représenter 1,5 t-shirt? Je ne vais pas acheter 1,5 t-shirt, j'en veux pas un qu'un la moitié d'un. OK? Je sais que maintenant, les t-shirts sont coupés bien courts, là, mais quand même, c'est un t-shirt pareil. OK? Alors, c'est quand même un t-shirt. Il y a deux manches pas un coup. Mais qu'est-ce qu'on applique là-dedans? C'est que pourquoi les points versus pas les points? OK? Les points sont là pour marquer que la variable en X, OK, elle n'est pas liée d'un à l'autre. Un T-shirt, deux T-shirts, trois T-shirts, quatre T-shirts, tu ne peux pas avoir un demi-T-shirt. Si horizontalement, j'avais eu des années, par exemple, je parle du vieillissement par rapport aux années qui s'écoulent. Bien, les rides qui s'accumulent sur mon visage par rapport aux années qui s'écoulent, c'est quotidien. C'est à tous les jours. Alors, c'est à toutes les minutes. C'est à toutes les secondes, tout dépendant comment je suis stressée. Maintenant que je suis à la retraite, c'est beaucoup mieux, mais comment je suis stressée. Alors, ça accumule la quantité de rides. C'est exactement le principe. J'aurais mis une ligne continue. OK? C'est ça qu'on aurait mis là-dessus. Voyez-vous ce qu'on fait, la différence entre les petits points et pas de petits points? Il faut que les élèves comprennent ça. Alors, on va les lier, les petits points, quand on peut évidemment parler d'une fonction qui va à chaque minute, à chaque seconde, à chaque milliseconde dans notre ordre de croissance versus non, un T-shirt. Je ne peux pas planter un demi-clou. Quand je plante, bien, à moins que je sois vraiment pas bonne ouvrière, là, mais quand j'essaie de rentrer un clou, je vais donner un premier coup, un deuxième coup, un troisième coup, puis je vais essayer de donner un coup complet. Si je donne un demi-coup, ça ne marchera pas. Je ne vais pas réussir jamais à rentrer mon clou. OK? Alors, c'est le même principe là-dedans. José, on a une question ici. Vas-y, je vois juste ton nom de famille, Oh, Bernard. Catherine. Catherine. Justement, c'est ce que j'ai expliqué au quatrième année parce que eux, ils doivent voir les diagrammes à points. Et il y a une qui m'a demandé et je lui ai expliqué tout exactement ça, les données discrètes, les données continues, la ligne, pas de ligne. Mais elle avait entendu quelque part que, où c'était écrit qu'un diagramme à points, c'était par le passé, il a changé de nom, puis c'est maintenant sans ligne avec ligne, puis elle est toute mélangée. Puis d'après moi, il n'y a rien qui a changé, c'est justement un diagramme à points, c'est sans ligne, données discrètes, that's it, that's all. Puis à ligne brisée. Pour eux, c'était la confusion entre diagramme à points puis à ligne brisée. Non, un diagramme à ligne brisée, c'est un diagramme qui a comme des petits sauts dans ton diagramme. Exemple, de 0 à 1, puis là, ensuite, ça saute. Puis là, Mais il y a des données, il existe des données encore sur la ligne entre les deux points, mais Oui, on ne les a pas indiquées. c'est ça.
Oui, c'est ça que j'ai expliqué, mais à quelque part, elle a dit, OK, alors il n'y a rien qui a changé à ta connaissance. Non. OK, on retourne Non. à ça, puis je vais Oui, réexpliquer exactement. oui, Merci beaucoup. oui. Puis c'est pour ça qu'on a mis l'exemple. On a mis l'exemple là, puis on a même mis la diapo 73 qui montre qu'est-ce que c'est cette partie-là, puis c'est dans le livre des grandes idées. Alors, c'est vraiment là. Alors, Fait que je vais le peut-être faire ça, là, faire. si j'avais une chose à faire, là, ça, c'est important. Puis tu vois, quand ils disent en quatrième année, Catherine, elle dit très bien, on est en train de faire ça, mais les autres, ils ne sont pas arrivés avec ça en sixième an. Alors, c'est Mhm. plate, mais c'est ça. Merci. Bienvenue. OK. Excellent. Alors, on a mis maths au maximum ici. Vous avez le dossier ici aussi pour Vos aller chercher le machines, temps. vos machines d'entrée-sortie, il y en a là-dedans. OK? Alors, si vous cherchez des ressources, là, en passant, vous avez le droit de l'utiliser. Celui-là, c'est différent. Edmonton Public Resources ont publié, puis c'est indiqué que vous avez le droit de l'utiliser pour votre salle de classe. Alors, paniquez pas. Vous n'avez pas de problème de droit d'auteur là-dedans. On avait le droit de télécharger, puis on a le droit de l'utiliser pour notre salle de classe. Alors, vous avez là-dedans des exemples. OK? Alors, si vous C'est dans les cherchez régularités. Dans le premier exactement. chapitre en haut, OK? régularité. Alors, vous avez des exemples déjà faits, vous pouvez aller en chercher quelques-unes, puis simplifier un petit peu pour avoir un X, un Y, dépendant, indépendant, tracer un petit graphique. OK. Je m'excuse, OK? Catherine a une question. Oui, Catherine? Non, elle n'a Même juste pas baissé sa non, OK. petite main. Oui, Nathalie. Nathalie? Je m'excuse, j'ai juste. Est-ce que c'est Mathomax 6 qui était selon l'ancien programme ou le nouveau programme? Est-ce que c'est une nouvelle ressource? L'ancien. Oui, c'est ça que je pensais. Merci. L'ancien. Oui, L'ancien. tu as entièrement raison. Oui. OK. Mais il y a des choses qui sont vraiment bien là-dedans quand même, qu'on peut utiliser. Mhm. OK? Isabelle, je te laisse aller avec la statistique. Il nous reste vraiment pas grand temps, là. Alors, rapide. Nathalie, as-tu une autre question? OK. On va aller très vite. OK. Moi, quand je lis ça ici, on fait encore des tableaux synthèse par rat. On a un rat ici de statistiques. Les élèves examinent la fréquence relative en utilisant les données expérimentales. Puis moi, quand je lis le chapitre, quand je lis le programme, quand je lis une phrase, si je n'ai pas tout de suite une image qui me vient en tête, je t'arrête, j'ai besoin d'une image. Alors, je suis allée chercher juste une image ici, une fréquence relative, gâteau 2 sur 9, ça me fait 22 ça va avec ce qu'on a vu faire les proportions. Alors, la statistique peut aller avec, c'était le 6 et 8, je pense. Alors, ces deux choses-là, ces deux termes-là, ces deux rases-là se marient bien ensemble. Fréquence relative. Les fréquences relatives, tant qu'à elles, indiquent la fréquence d'apparition de la catégorie respective par rapport à l'ensemble des cas et sont donc généralement exprimées en pourcentage. Alors, 2 sur 9, 4 sur 9, c'est juste ça. J'ai juste pris un dessin, encore une fois. Ça, je l'ai pris sur Google, juste en ligne. C'est pour ça que je n'ai pas mis la source. Ici, fréquence relative, j'ai encore mon même, exprime la fréquence d'une catégorie de données comme une fraction du nombre total des valeurs de données. Puis on voit en avant les maths, je vais le montrer, exprimer des fréquences relatives, je l'ai vu au tableau, à la diapositive suivante, sous forme de fraction et de pourcentage. Alors, j'ai des ballons, j'en ai 14 sur 50, 14 sur 50, je le mets sur 100, j'ai mon pourcentage. Alors, c'est là qu'on voit la fraction et le pourcentage. On peut tout faire ça en tableau. Quand on ouvre ici en avant les maths, celui-là, il est de cinquième année. Vous allez dire, ben, c'est pas la même chose. Quand on va chercher des ressources ailleurs, on regarde leurs ressources puis on les applique avec les RA, les résultats d'apprentissage de notre curriculum. Alors, en avant les maths, il faut sauter entre 5, 6, dépendamment où c'est. Si je regarde, ici, je vais faire juste lui, je vais juste vous montrer une chose parce que c'est des documents à l'appui qui peuvent vous aider. Ici, en rouge, c'est pour le prof. C'est pour vous autres. On vous donne le corrigé exactement. Ça donne des exemples. Et en bas, vous avez, je vais très vite, là, vous avez le cahier de l'élève que vous allez pouvoir imprimer ou la façon que vous voulez le montrer à l'élève pour qu'il puisse travailler dessus. Alors, c'est ça qu'on a essayé de faire. Quand on met ça ici, on trouve la ressource, on vous donne où on a puisé la ressource et vous pouvez aller la chercher. Je regarde pas de questions. Ici, encore une chose, ce qu'on a fait, on a recueilli des données.
prédire la probabilité à partir d'une expérience et décrire la probabilité d'un résultat dans une expérience en utilisant la régularité relative. Je vais aller voir si on a trouvé un exemple ici. Voici un exemple. En s'exerçant à faire ses services au tennis, Catalina réussit en moyenne 4 services sur 5. Alors, expérimentale, elle fait sa partie de tennis. Puis, on peut voir les résultats ici. Quand on va en avant les maths, ce que j'aime là-dedans, c'est moi, j'appelle ça l'arbre à branches. On a toute l'arbre à branches qui te donne exactement les possibilités de résultats. Ça, c'était dans... Je ne sais plus où on l'avait mis, l'arbre. Le dernier, probabilité. Okay. Voici tous les résultats qu'elle peut réussir. Premier service, deuxième service, résultat possible, résultat favorable, double faute. Ça aide si on est familier avec le tennis. Moi, un peu, mais pas beaucoup. Je joue un peu au tennis, mais pas assez pour être très, très fluente là-dedans. Mais ça aide à voir les résultats. Ça peut être aussi simple que faire pile ou face, juste 1 sur 2. Alors, c'est ça qui veut dire par décrire la probabilité d'un résultat dans une expérience en utilisant la fréquence relative. Fréquence relative, c'est qu'on le met en fraction et on le met en pourcentage. Puis ça ici, ça va aller avec les graphiques aussi. Alors, on peut faire plusieurs rats en même temps. J'arrive ici, toujours max au max, math au max. Je vais aller chercher le chapitre 12 et le chapitre 13, recueillir et présenter les données et parler de probabilité. C'est là que vous allez avoir des exercices, des exemples de problèmes que vous pourrez donner aux élèves. On a passé très, très vite la statistique. On a juste un rat, mais on est allé voir les mots importants, fréquence relative, recueillir des données à partir d'une expérience et la probabilité. Ce sont les mots importants pour la statistique parce que vous avez énormément de choses à voir en mai et juin. On a les suites, on a la statistique. Vous m'avez dit que vous n'avez pas encore fait la mesure. Alors, il faut aller pas au minimum, mais il faut aller avec au nécessaire, à l'essentiel. Alors, je montre simplement l'essentiel. Puis, je veux finir une chose. Ici, ressources en mathématiques, c'est toute la même chose. On a parlé de tout ça ici. Capsule vidéo Eureka, on en a déjà parlé. Il y a de très bonnes informations. Les verbes, c'est tout nouveau. C'est fraîchement soumis à ARPDC. Voilà ce que c'est. Ce sont la liste de verbes qu'on voit soit au niveau des rats, résultats d'apprentissage, ou au niveau pour les habiletés et procédures. On a vu on a écrit où on a trouvé ces verbes-là. Quand on clique sur un, je vais arrondir, je vais cliquer sur un, ça ouvre sur une carte et arrondir, simplifier un nombre, tout restant proche de sa valeur initiale. Alors, on a juste une petite capsule, un petit dessin pour montrer c'est quoi. Je vais juste montrer 2 choses dans les verbes. S'il y a une étoile à côté, un astérique, c'est parce qu'il y a plusieurs cartes, c'est défini plus en détail. Appliquer ce que ça veut dire, on dit en 4e année, on l'a cherché en 5e année, et on donne des exemples de appliquer. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été fait en anglais par le ARPDC, puis on nous avait demandé de le traduire. On vient juste de finir de le traduire et on l'a publié. Les tableaux, ne vous découragez pas, on y travaille énormément. On a une équipe de 2 étudiants de la faculté Saint-Jean qui passent à travers toutes les présentations qu'on a faites en français et les ressources qu'on a présentées, puis qui vont aller les mettre dans les tableaux particuliers pour quelle idée organisatrice et quel domaine. Alors, elles font ce travail de base-là. Maintenant que José, Élise et moi, qu'on a fini de la planification, ça prend énormément de temps. Là, on va peut-être avoir plus de temps pour travailler sur les tableaux. Ici, ce sont les livres de référence dont on s'est servi. C'est l'équipe, José Dallaire, Isabelle Bujol et Élise Morin qui a présenté ça. Mais